Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le thème de la démonstration en mathématiques. On s'intéresse à la méthodologie du vrai-faux depuis la réforme du CRPE dans la partie 2 de chacune des épreuves de mathématiques. On retrouve un exercice du type vrai-faux avec un énoncé que vous pourrez lire qui est indiqué pour chacune des affirmations si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. Eh bien, justifier qu'une affirmation, qu'une proposition est vraie ou fausse en mathématiques, c'est un exercice compliqué. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à des éléments de logique qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va commencer par s'intéresser à cette logique, à s'intéresser à ce que c'est qu'une propriété, sa réciproque, sa contraposée, pour ensuite vous proposer une méthodologie qui va vous permettre de montrer qu'une affirmation est vraie ou montrer qu'une affirmation est fausse. Comme d'habitude, vous allez vous mettre au travail puisque vous aurez des temps pour traiter des exercices à la suite desquels je vous proposerai une correction. Allez, on s'y met, c'est parti. Pour structurer tous nos raisonnements, on a donc besoin de quelques éléments de logique. Et notamment, on va commencer par définir et analyser 4 mots. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Qu'est-ce que c'est qu'une propriété mathématique? Qu'est-ce que c'est que la réciproque ou la contraposée de cette propriété? Et puis ça, on va les analyser dans un contexte bien particulier, le contexte de la vérité mathématique. En mathématiques, les choses sont binaires, dans le sens où elles sont soit vraies, soit fausses. Les choses sont blanches ou noires, mais les nuances de gris n'existent pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans l'autre épreuve d'admissibilité, en français, vous allez apprendre, ou vous avez déjà appris, ou on connaît tous, de nombreuses règles d'orthographe. Et à chaque fois que vous rencontrez une règle d'orthographe, à la suite immédiate de cette règle, vous allez retrouver un grand nombre d'exceptions à cette règle. En mathématiques, vous ne retrouverez jamais cette structure. Une propriété mathématique, elle est vraie une fois pour toutes. Aucune exception ne doit exister à une règle mathématique. Je suis donc soit vrai, soit faux. Si dans le ciel il n'y a pas de nuages, alors ce ciel est de couleur rose. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de formuler une proposition qui a une structure bien particulière. Si dans le ciel il n'y a pas de nuages, alors ce ciel est de couleur rose. Avec cette structure, cette structure de cause à effet. Eh bien, j'ai formulé en mathématiques ce qu'on appelle une implication. Si j'ai un certain nombre d'hypothèses, de conditions, alors, je peux aller vers une conséquence, vers certaines conclusions. Cette implication en mathématiques, elle est représentée par cette flèche. Une proposition, elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Oui, cette phrase que je viens de vous proposer, cette affirmation que je viens de vous proposer, si dans le ciel il n'y a pas de nuages, alors le ciel est de couleur rose, ça a beau avoir cette structure logique si alors, on s'aperçoit que c'est totalement faux. Si le ciel est privé de nuages, on préférera, alors il est de couleur bleue. Dans un contexte plus mathématique, on pourrait proposer aussi des propositions, des affirmations, des énoncés. On retrouvera ces 3 termes, je les utiliserai les uns les autres. Il faut être capable de comprendre qu'ils signifient exactement la même chose, proposition, affirmation, énoncé, qui vont être vraies ou fausses, dont on va étudier la véracité. Si un nombre est impair, alors il se finit par 0, 2, 4, 6, 8. Voilà encore une proposition qui est fausse et qu'on pourrait corriger par si un nombre est impair, alors il se finit par 1, 3, 5, 7 ou 9. Ou d'une autre manière, si un nombre est pair, alors il se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Cette proposition vraie que je viens de formuler, qu'est-ce qu'elle devient cette proposition vraie? Elle devient une propriété en mathématiques.
Une propriété, ça a donc exactement la même forme qu'une proposition, avec cette implication, avec cette notion de cause, ma cause A, vers ma conséquence B. A implique B. Mais pour prendre le titre de propriété, eh bien cette proposition a été démontrée, elle est vraie. Si un triangle a 3 côtés égaux, alors ce triangle est équilatéral. Voilà une propriété mathématique. C'est quoi? C'est une proposition qui a pris ce format si alors, cause vers conséquence, ce format d'implication et qui a été démontré comme vrai. C'est donc une propriété mathématique. Si le dernier chiffre d'un nombre, si le chiffre des unités d'un nombre est 5, alors ce nombre est divisible par 5. Vous en connaissez déjà un très grand nombre de propriétés mathématiques. Essayez le plus possible, si ce n'est pas fait, eh bien, de les mémoriser avec toujours cette structure d'implication. Si, alors, qui est la cause, ce qui est derrière le si, qui est la conséquence, ce qui est derrière le alors. On peut formuler la réciproque. Ce mot, vous l'avez déjà sûrement entendu, ça vous rappelle, ça vous renvoie au collège. Vous avez peut-être en tête la réciproque de Pythagore, la réciproque, du théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Thalès. De quoi s'agit-il? Formuler une réciproque, eh bien, c'est prendre la conséquence, prendre la conclusion de ma propriété mathématique et la transférer vers la cause. Et de la même manière, la cause de la transférer vers la conséquence. Si j'ai donc le format A implique B, eh bien, lorsque je formule la réciproque, je vais avoir le format B implique A. Qu'en est-il de la véracité de cette réciproque? Eh bien, reprenons les deux exemples géométriques et arithmétiques que je vous ai donnés. Si un triangle a 3 côtés égaux, alors c'est un triangle équilatéral. Si on formule la réciproque, si un triangle est équilatéral, alors il a 3 côtés égaux. On s'aperçoit que cette propriété, eh bien, elle peut être prise dans un sens ou dans le sens réciproque, et qu'elle est vraie dans les deux cas. Ça fonctionne dans les deux cas. Elle est vraie dans les deux cas. On va donc dire que la réciproque de cette propriété est elle-même une propriété. Deuxième exemple arithmétique que je vous avais donné tout à l'heure, si le chiffre des unités d'un nombre est 5, alors ce nombre est divisible par 5. Lorsqu'on formule la réciproque, ça nous donne si un nombre est divisible par 5, alors le chiffre des unités de ce nombre est forcément un 5. Et là, si on se penche un petit peu sur la question, alors on n'a peut-être pas encore la méthodologie de déterminer si une affirmation est vraie ou fausse, puisque c'est bien ce qu'on est en train de faire en étudiant la vérité, est-ce que cette réciproque est vraie? Eh bien, on peut bien sentir en tout cas que si un nombre est divisé par 5, alors forcément, c'est bien ce forcément qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'il n'y a pas de choix, ça peut être que ça. Alors forcément, il se finit par le chiffre 5. Eh bien, non, je vais réussir à trouver des nombres qui sont divisés par 5, mais dont le chiffre des unités n'est pas 5. Je prends l'exemple de 10, qui est un nombre divisé par 5. Eh bien, son chiffre des unités n'est pas 5. Cette réciproque est donc fausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous reteniez que selon les propriétés, qui sont elles toujours vraies, eh bien on peut formuler des réciproques qui sont parfois vraies et parfois fausses. Donc attention, à une propriété, on peut associer une réciproque vraie ou une réciproque fausse. Deux exemples que je viens de vous donner qui illustrent cette dualité. Si on formule maintenant la contraposée d'une propriété, eh bien le principe de renvoi de cause vers conséquence, de conséquence vers cause est le même que pour la contraposée. Donc on va avoir ce chemin croisé, mais on va systématiquement prendre la négation de chacun des éléments A et B. C'est-à-dire qu'on va, pour une propriété
A implique B, obtenir une contraposée non B implique non A. Si le dernier chiffre d'un nombre est 5, alors il est divisible par 5. Sa contraposée, si un nombre n'est pas divisible par 5, alors son dernier chiffre n'est pas 5. Vous voyez bien que j'ai interverti cause et conséquence et que j'ai systématiquement pris la négation. Si un triangle n'a pas 3 côtés égaux, alors il n'est pas équilatéral. À une propriété, on associe sa contraposée et ce qu'il faudra retenir, eh bien, en termes de vérité, c'est que si la propriété est vraie, la contraposée est elle aussi systématiquement vraie. Donc, à l'inverse ou à contrario de la réciproque, eh bien, on ne se pose pas de question sur est-ce que la contraposée est vraie ou fausse. Si la propriété est vraie, la contraposée est aussi vraie. Maintenant que nous avons structuré un petit peu nos esprits avec ces différents éléments de logique, on va pouvoir les utiliser pour justifier qu'une affirmation est vraie ou fausse. Une proposition prend la forme d'une implication A implique B et est vraie ou fausse. Malheureusement, les énoncés ne seront pas toujours proposés dans ce format-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous pourriez avoir un énoncé du type « un nombre pair se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8 ». On voit que la structure de la phrase en français ne respecte pas cette séparation entre cause et conséquence, ceci et alors. Ce que je voudrais que vous fassiez dans un premier temps, c'est dans la mesure du possible de reformuler. Donc une première étape de reformulation de la proposition sous forme d'une implication. Pour bien se retrouver dans ce contexte, si, alors, qui est la cause, qui est A, alors, qui est B. Dans un deuxième temps, peut-être ce temps-là va se passer toujours au brouillon, comme le temps numéro 1, c'est de tester. Vous allez tester la proposition. Tester, ça veut dire quoi? C'est sur la base de quelques exemples. Donc, tester 3, 4 exemples. Pour vous faire une idée un petit peu de ce qu'il en est. Alors, comment on teste une proposition? On va choisir un exemple qui vérifie la condition A et voir si la condition B est alors systématiquement vérifiée. Faisons le test de cette proposition sur quelques exemples. Si un nombre est divisible par 5, alors son chiffre des unités est 5. On a étudié cette proposition en formulant la réciproque tout à l'heure. Je pense que vous vous en souvenez. Alors, vous allez me dire, c'est très simple vos exemples, on n'a pas vraiment besoin. Oui, mais je veux justement utiliser des exemples simples pour structurer un petit peu la méthode et comprendre que la méthode doit être systématiquement la même, quelle que soit la difficulté de la proposition. Si un nombre est divisible par 5, alors son chiffre des unités est 5. On va chercher des exemples qui vérifient la condition. Un nombre est divisible par 5. Un nombre est divisé par 5, je mets quelques exemples. 10, 25, 225, 1410. Voilà, j'ai choisi 4 nombres. Ils sont tous divisés par 5. J'ai donc bien 4 exemples qui vérifient la cause de ma proposition. Est-ce que, du coup, systématiquement, sur tous ces exemples, l'hypothèse est aussi, elle, vérifiée. Son chiffre des unités est 5. Non, ce n'est pas vérifié. Non, ce n'est pas vérifié puisque pour 10 et 1410, le chiffre des unités est 0. 10 et 1410 sont donc des contre-exemples qui vont justifier que cette proposition est fausse. Un contre-exemple devra toujours logiquement suivre ce processus. Le contre-exemple vérifie la cause A,
mais entre en contradiction avec la conséquence B. Un deuxième exemple pour illustrer ces deux premiers points de la méthodologie du vrai-faux. Un triangle rectangle dont un des angles mesure 45 degrés est isocèle. Vous voyez bien, que cette proposition n'est pas structurée dans un format d'implication A implique B. J'ai donc reformulé la propriété en identifiant qui faisait partie des causes et qui faisait partie des conséquences. Si j'ai un triangle rectangle et un angle de 45 degrés dans ce triangle, donc ça veut dire quoi? Un angle de 90, un angle de 45, alors j'ai un triangle isocèle. Je peux commencer par, si c'est nécessaire, tracer quelques triangles qui respecteraient ces deux conditions. Un angle droit, un angle de 45 degrés. Et ces quelques exemples me montreraient que ça a l'air de fonctionner. J'utilise toujours le conditionnel. Pourquoi? Parce que 3 exemples, 4 exemples, 10 exemples, 1000 exemples qui fonctionnent n'ont pas la valeur d'une preuve, n'ont pas la valeur d'une démonstration. Là où, lorsque on trouvait un contre-exemple, ce contre-exemple avait valeur de preuve pour montrer qu'une proposition était fausse. Lorsque les exemples ont l'air de tous fonctionner, ils ne pourront pas être utilisés comme justification. Pour justifier qu'une propriété est vraie, il faudra passer par la démonstration. Et passer par la démonstration, c'est utiliser le raisonnement déductif mathématique. Et pour ça, je vous renvoie clairement vers la deuxième vidéo. C'est dans cette deuxième vidéo démontrée en géométrie qu'on va essayer de comprendre quelles sont les structures de la démonstration et la structure du chaînon déductif qui va nous permettre de démontrer. Rapidement, on pourrait essayer tout de même de trouver les éléments qui nous permettraient de passer de là à là, où il faut en fait trouver des éléments qui vont nous permettre de justifier cette flèche d'implication. Qu'est-ce qui nous permet de passer de cette cause à cette conséquence? Quelles sont les propriétés que l'on connaît qui sont cachées derrière cette flèche? Un triangle rectangle, il a un angle de 45 degrés. On sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Ce qui nous permet de calculer la valeur du troisième angle. Un angle de 90, un angle de 45, le troisième angle mesure donc 180, moins 90, moins 45. Ce qui donne 45 degrés. J'ai donc un triangle rectangle qui possède un angle de 90 degrés et deux angles de 45 degrés. Le triangle rectangle a deux angles de même mesure. Il est donc isocèle. Vous voyez que j'ai dû ajouter certaines étapes intermédiaires pour pouvoir passer de cette cause rouge à cette conséquence bleue. Voilà une méthode de la démonstration du vrai-faux, avec le contre-exemple pour montrer que les choses sont fausses, la démonstration pour démontrer que les affirmations sont vraies. Il va falloir maintenant s'entraîner, c'est ce que je vous propose dans ce deuxième temps. On va passer à 2 phases d'entraînement. Une première phase d'entraînement qui va durer 5 minutes, et puis on passera à une correction. Et puis une deuxième phase d'entraînement un petit peu plus poussée, un petit peu plus long. Allez, à vous de jouer sur 3 premiers exercices où vous allez commencer à travailler sur le contre-exemple.
Corrigé du premier exercice, voici plusieurs énoncés faux. Donnez un contre-exemple pour chacun d'entre eux. Le carré d'un nombre entier est pair. Eh bien, je me suis permis de reformuler cette proposition dans un format d'implication avec une cause et une conséquence. Bien identifier qui sont les causes, le A, et qui sont les conséquences, le B. Sous un format si alors, en cause, si je choisis un nombre entier, donc ma cause, ça va être le choix d'un nombre entier, et la conséquence, son carré est pair. Alors je vais choisir 3 nombres qui vérifient le choix d'un nombre entier. 3, 4 et 10. Et eh bien, observez si la conséquence est elle aussi vérifiée. 9, le carré de 3, 16, le carré de 4 et 100, le carré de 10. On s'aperçoit eh bien, que le carré est pair dans les deux derniers cas, mais est impair dans le premier cas. J'ai donc ici un contre-exemple. Je vous répète, il vérifie ce 3, il vérifie l'hypothèse, mais il entre en contradiction avec la conclusion. 3 est un nombre entier, 9 n'est pas pair. Deuxième exemple, je reformule de la même manière. Si on choisit un nombre, alors son opposé est négatif. Choisissons des nombres. 3, 4,5 et 7. Lorsque je formule les opposés de ces nombres, j'obtiens moins 3, moins 4,5, moins 7. Et effectivement, je m'aperçois que moins 3, moins 4,5 et moins 7 sont bien des nombres négatifs. L'énoncé me demandait de trouver un contre-exemple. Ça veut dire que là, je n'ai que des exemples qui vont dans le sens de cette proposition. Eh bien, j'ai pas été assez large dans l'étude de tous les cas possibles. Regardons bien, il est ici question de signes, de nombres positifs, de nombres négatifs. Il faudrait peut-être donc au départ à m'intéresser à des nombres de signes différents. C'est pour ça que j'ai de manière très limitée choisi des nombres d'abord positifs. Testons le résultat sur la proposition sur des nombres aussi négatifs. Allez, moins 2. Eh bien, lorsque je prends moins 2, l'opposé de moins 2, c'est moins 2, c'est-à-dire 2. Et tout de suite, eh bien, lorsque je choisis le nombre moins 2, son opposé est 2, qui est positif. J'ai donc choisi un nombre, et pourtant, j'entre en contradiction avec la cause de cette proposition. Moins 2 et 2 sont donc des bons contre-exemples. On nous demande maintenant de modifier ces deux propositions pour qu'elles soient vraies. Le carré d'un nombre est pair, on a vu que c'était faux. Eh bien, puisque si je choisissais un nombre impair, alors son carré était impair. Il va falloir, eh bien, du coup, limiter peut-être le choix du nombre. Si on choisit un nombre impair, alors son carré est impair. Si on choisit un nombre pair, alors son carré est pair. L'opposé d'un nombre est négatif. On a vu que cela était vrai si on choisissait uniquement un nombre au départ qui était lui-même positif. Si on choisit un nombre positif, alors son opposé est négatif. Troisième exercice où on s'intéresse à un contre-exemple graphique. Le jour du concours, n'hésitez pas à utiliser ce genre de justification. Il est tout à fait possible de proposer un contre-exemple graphique pour justifier qu'une affirmation géométrique est fausse. On nous demande de trouver le contre-exemple à la propriété. Chaque diagonale d'un quadrilatère le partage en deux triangles de même aire. Si un quadrilatère, si on considère n'importe quel quadrilatère, si on considère un quadrilatère, alors chacune de ces diagonales le partage en deux triangles de même aire. Pour le cas petit a, ça fonctionne, chacune de ces diagonales va partager en deux triangles isocèles rectangles de même aire. Le petit b, dans le cas d'un rectangle, ça va fonctionner aussi. Chacune des diagonales va transformer ce triangle
ce rectangle, pardon, en deux triangles rectangles dont les côtés ont même longueur, hein, donc dont l'aire va être égale. Et enfin, dans le petit c, si on considère la diagonale horizontale, on est toujours, ça va toujours être une vérification de cette propriété. Mais si on considère la diagonale verticale, eh bien, graphiquement, tout à fait, on s'aperçoit que les aires du triangle de gauche et de droite, si je peux les appeler comme ça, eh bien, sont différentes. Retenez, le jour du concours, un contre-exemple graphique est un bon contre-exemple. On enchaîne tout de suite avec une autre série d'exercices dans laquelle vous allez devoir maintenant démontrer que des affirmations sont vraies ou sont fausses et aussi travailler sur les réciproques de deux de ces affirmations. Vous avez besoin de temps, d'un temps long, c'est pour ça que j'ai décidé de vous laisser 15 minutes. Prenez votre temps, essayez d'appliquer les méthodes sur le contre-exemple ou sur la démonstration que je viens de vous proposer. Pas d'inquiétude si ça vous paraît difficile, hein, on est dans un temps d'apprentissage, on a du temps pour maîtriser cette méthodologie. On se retrouve juste après pour une correction. À tout de suite.
Allez, on passe à un corrigé de cet exercice numéro 4. Est-ce que la proposition suivante est vraie ou fausse? Et il faudra justifier les choses. Si un nombre se termine par 3, alors il est divisible par 3. Format d'une implication, hein, donc ça j'ai plus qu'à tester sur quelques exemples. Un nombre qui se termine par 3, 3 par exemple. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, ça fonctionne. 13, est-ce qu'il est divisible par 3? Non, 13 n'est pas un multiple de 3. Du coup, voilà un contre-exemple. 13 est un contre-exemple pour cette propriété, cette proposition qui est fausse. Si un triangle est isocèle, alors il est équilatéral. Eh bien, je vous propose de dessiner un triangle isocèle au tableau. Est-ce que ce triangle est équilatéral? Non, c'est un contre-exemple. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est isocèle, mais il n'est pas équilatéral. Ce côté BC n'est pas égal au côté AB et AC. Pour la proposition numéro 3, on pourrait commencer par reformuler sous forme d'une multiplication. Et ça ressemblerait beaucoup à ce qu'on a rencontré dans l'exercice numéro 1. Si je choisis un nombre, alors, eh bien, le carré de l'opposé de ce nombre est égal à l'opposé du carré de ce nombre. On y va, on choisit deux nombres, 3 et moins 4, et voyons un petit peu ce que donne chaque côté de cette phrase. Opposé du nombre 3, moins 3. Le carré de l'opposé du nombre, c'est donc le carré de moins 3. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. On fait attention aux règles de signes. Ça donne 9. Pour 4, l'opposé de moins 4, pardon, ça donne 4. Et le carré de l'opposé, donc le carré de 4, ça donne 16. Il faut maintenant inverser les choses puisqu'on parle de l'opposé du carré du nombre. Il faut donc d'abord prendre le carré du nombre et ensuite son opposé. Le carré de 3, ça nous donne 9. Et l'opposé de 9, c'est moins 9. Le carré de moins 4, c'est 16. Et son opposé, c'est moins 16. On s'aperçoit que, eh bien, dans les deux cas, hein, des nombres choisis, pour 3 et moins 4, le carré de l'opposé du nombre n'est pas égal à l'opposé du carré du nombre. Donc là, le travail, il est sur le décortiquage de cette proposition pour bien la comprendre. Mais on s'aperçoit que pour deux exemples choisis, ces deux exemples peuvent avoir valeur de contre-exemple. Hein. 3 et moins 4 sont des bons contre-exemples, puisque 9 est différent de moins 9 et 16 est différent de moins 16. C'est-à-dire que dans ces deux cas, le carré de l'opposé du nombre choisi est différent de l'opposé du carré du nombre choisi. Pour la question numéro 4, on va procéder de la même manière. On part toujours de 3 et de moins 4 et on va formuler l'opposé du nombre puis l'inverse de l'opposé du nombre. Et enfin, l'inverse du nombre et l'opposé de l'inverse du nombre. Voyons ce que ça donne. Je prends l'opposé de 3, c'est moins 3. Je prends l'inverse de l'opposé de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Pour moins 4, l'opposé de moins 4, c'est 4. Et son inverse, c'est 1 quart. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. Et l'opposé de l'inverse, c'est moins 1 tiers. Moins 4, son inverse, c'est 1 sur moins 4. Et son opposé, l'opposé de 1 sur moins 4, c'est moins 1 sur moins 4. Alors là, pour aller au bout de l'étude, il va falloir procéder à quelques études de signes. Qu'est-ce que j'ai? 1 sur moins 3 ici, 1 sur moins 3. 1 sur moins 3, c'est égal à moins 1 tiers. Qui est donc égal à moins 1 tiers. Ça fonctionne pour 3. L'inverse de l'opposé est égal à l'opposé de l'inverse. Pour moins 4, on a d'un côté 1 quart et de l'autre côté moins sur 1
sur moins 4. Et moins 1 sur moins 4, j'ai 2 fois des signes négatifs, ça me donne donc un résultat positif. Ça fait 1/4, ce qui me donne que l'opposé de l'inverse du nombre est égal à l'inverse de l'opposé du nombre. Dans le cas de ces deux nombres choisis au départ, eh bien, ça fonctionne. Je vous ai dit, dans le cas où ça fonctionne à chaque fois, où ça a l'air d'être correct, eh bien, malheureusement, ces deux exemples ne peuvent pas être pris, absolument pas être pris comme justification. Il va falloir donc démontrer dans le cas général. Dans le cas général où on manipule des nombres, eh bien, on va essayer de dire, je voudrais choisir non pas un nombre particulier, non pas 3, moins 4, 7, 2,4, pi, mais je voudrais choisir un nombre qui représente n'importe quel nombre. Et on a dans notre boîte à outils, eh bien, quelque chose qui va nous permettre de choisir un nombre et dire que ce nombre, en fait, eh bien, ça peut être plusieurs nombres. C'est quoi ça? C'est le calcul littéral. C'est dire, je choisis non pas un nombre écrit avec des chiffres, mais un nombre écrit avec une lettre, ce fameux X, N, P, la lettre que vous souhaitez. Et pour dire, eh bien, ce que je vais faire, c'est travailler non plus avec 3 ou moins 4, mais travailler avec X qui représente n'importe quel nombre. Comment? Eh bien, parce qu'on peut s'y prendre. Allons-y. Ce que je vais faire, c'est pas être très original et je vais choisir la lettre X qui représente n'importe quel nombre. L'opposé de X, c'est moins X. L'inverse de l'opposé du nombre, c'est 1 sur moins X. Et ça, 1 sur moins X, tout de suite, je sais qu'avec mes règles de signes, c'est égal à moins 1 sur X. Maintenant, si je prends X et que je prends son inverse, c'est 1 sur X. Et l'opposé de ce nombre, c'est 1 moins 1 sur X. Ce qui veut dire que, quel que soit le nombre de départ que je choisis, que ce soit 3, moins 4, n'importe quel nombre, puisque j'ai choisi la lettre X qui représente n'importe quel nombre. Ça me permet de manipuler tous les nombres en travaillant toujours sur les règles de signes. Mais là, dans ce X, il y a bien n'importe quel nombre. Je travaille du coup sur le cas général. C'est ça toute la puissance du calcul littéral, c'est de travailler tout d'un coup du cas particulier sur le cas général. Mais finalement, les techniques opératoires, vous voyez que c'est bien exactement la même chose. Je suis passé de 3 à moins 3, de x à moins x, et de moins 3 à 1 sur moins 3, et de moins x à 1 sur moins x. J'ai bien opéré exactement de la même manière. C'est juste qu'au départ, eh bien, j'ai bien choisi un nombre qui représente tous les nombres. Eh bien, l'inverse de l'opposé de n'importe quel nombre x, il vaut moins 1 sur x. Et l'opposé de l'inverse du nombre, il vaut moins 1 sur x. Il vaut la même chose. Vous voyez que j'ai donc montré ici que cette propriété, puisque je peux maintenant l'appeler propriété, était vraie. Pourquoi? Parce que je l'ai démontré grâce au cas général et non pas au cas particulier de 3 et de moins 4. Dans le dernier exercice de cette vidéo, l'exercice numéro 5, il fallait formuler les réciproques de deux propositions pour ensuite étudier si elles étaient vraies ou fausses. Si un nombre se termine par 3, alors il est divisible par 3, eh bien je reformule sa réciproque en disant si un nombre est divisible par 3, alors il se termine par 3. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si un nombre est divisible par 3, faisons le choix de quelques exemples. Si un nombre est divisible par 3, je choisis 3, alors il se termine par 3. Oui. Je choisis 12, qui est un nombre divisé par 3. Est-ce qu'il se termine par 3? Ben non, il se termine par 2. 12 est donc un contre-exemple de la réciproque de la proposition numéro 1. Proposition numéro 2, si un triangle est isocèle, alors il est équilatéral, devient, si un triangle est équilatéral, alors il est isocèle. Réfléchissons, s'il est équilatéral, il a 3 côtés égaux, alors est-ce qu'il en a 2? C'est bien ça que ça veut dire. Si un triangle est équilatéral, tous ses côtés sont égaux, il a 3 côtés égaux. Est-ce que eh bien, lorsque je construis un triangle équilatéral, je ne suis pas en train de construire aussi un triangle isocèle particulier. La réponse est oui. Tous les triangles équilatéraux sont des triangles isocèles.
Si je possède 3 côtés égaux, alors j'en possède 2. Oui, donc je suis un triangle isocèle. Voici la démonstration de cette réciproque qui est, vous le voyez, vraie dans ce cas-là. Je vous invite maintenant à aller consulter la deuxième vidéo de ce premier module, démontrer en géométrie. Évidemment, ça vous sera très utile de savoir démontrer, de savoir rédiger une démonstration dans les exercices de géométrie, mais ça vous sera souvent aussi utile pour démontrer qu'une proposition est vraie dans les exercices du vrai-faux. C'est pour ça que ces deux vidéos sont très liées et je vous propose de les travailler de manière conjointe. À très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.